Bienvenue sur les antennes de Radio Territoria et Bâti Radio. Ravi de vous faire vivre cette 4e date de la tournée Rénotour qui s'inscrit dans le cadre du forum Reno Days qui, pour rappel, aura lieu les 7 et 8 octobre prochains. Ce sera porte de Versailles à Paris au Parc des Expositions. Nous sommes aujourd'hui à Rennes, accueillis au Mama Shelter, au cœur du centre historique de la ville, dans un bâtiment emblématique du XVIIIe siècle et qui a abrité notamment l'ancien hôtel des Monnaies, qui a notamment servi à la frappe de la monnaie royale. Voilà pour le cadre dans lequel nous sommes là pour évoquer, dans le cadre de cette table ronde, les enjeux locaux, le règlement, les aides en matière de rénovation énergétique. Alors quelques chiffres, tiens, pour commencer. Pour atteindre la neutralité carbone en 2050, la stratégie nationale bas carbone fixe l'objectif de 370 000 rénovations énergétiques par an d'ici 2030, puis 700 000 par an jusqu'en 2050 pour généraliser les bâtiments basse consommation. Or, en 2022, le chiffre, vous allez le voir, est éloquent, seuls 66 000 logements ont été rénovés efficacement. 14% des ménages bretons sont également en situation de précarité énergétique. Ça signifie qu'ils peinent à se chauffer correctement ou à supporter également le coût de l'énergie. Quels sont les leviers justement pour accélérer la rénovation énergétique à grande échelle? Comment financer également ces projets? Quels sont aussi les obstacles pour les entreprises, pour les ménages? Eh bien, ce sont les questions que l'on va se poser avec 4 invités autour de cette table ronde que je m'empresse d'ailleurs de vous présenter. Andreas Millet, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de la CAPEB Bretagne. Bienvenue à vous. Jean-Michel Gall, bonjour. Bonjour. Vous êtes là. Vous êtes le président de la Fédération française du bâtiment Ille-et-Vilaine du 35. Bienvenue à vous. À vos côtés, Laurent Nataf, bonjour. Bonjour. Vous êtes cofondateur et président d'Omélior, spécialisé dans la rénovation énergétique des logements. Bienvenue à vous. Et puis Hugo Zamboran, bonjour. Bonjour, messieurs. Responsable, alors pas monsieur, non. Messieurs, pardon, d'accord. Responsable du développement commercial, prestataire, et vous êtes spécialisé dans la certification de la performance énergétique, environnementale et sociétale des bâtiments. Voilà pour une présentation complète. J'ai envie d'entamer cette table ronde avec une question qui va permettre de faire justement un tour de table sur cette question qui est la question finalement fil rouge de ce Rénotour. Comment accélérer la massification de la rénovation énergétique d'ampleur? Vous pouvez commencer si vous le souhaitez. Je vais rester simple. Aujourd'hui, une rénovation, elle doit être pragmatique. Il ne faut pas aller chercher des rénovations qui sont trop ambitieuses. Il faut aujourd'hui que l'usager final soit content de ce qu'il a, soit dans une bonne thématique, on va dire, et pas aller trop loin sur ces éléments. Laurent? En simplifiant l'accès aux différents dispositifs. On sait depuis de nombreuses années que beaucoup de choses sont faites, beaucoup de dispositifs sont mis en avant, mais également beaucoup de stop and go, beaucoup de changements et un accès en fait à ces dispositifs qui est assez complexe pour le commun des mortels. Donc si on veut massifier, il va falloir simplifier un petit peu tout ça et puis mieux conseiller les particuliers. Pourquoi mon petit doigt me dit qu'on va beaucoup parler de simplification? Jean-Michel Gall? Effectivement, je pense simplifier peut-être en fractionnant, en autorisant le fractionnement de cette fameuse rénovation d'ampleur en plusieurs gestes peut-être consécutifs, donc qui permettrait peut-être de simplifier aussi, malgré tout, l'accès à nos clients à une rénovation globale, peut-être pas d'un seul coup, mais peut-être sur plusieurs gestes, plusieurs années. Ça, c'est peut-être une réflexion à avoir. Andreas Millet? Oui, tout à fait. Donc, pratiquer le monogeste, la simplification qui va revenir, je le pense effectivement, autour de cette table, la valorisation des métiers, réouvrir les vannes de la valeur travail et puis avoir une ambition 2050, c'est demain, donc une ambition réelle de rénover l'habitat. Il y a un potentiel énorme, surtout en Bretagne. Donc, on est là, on a le savoir-faire et l'envie de faire. Donc, on va en reparler de ça parce que quand on a préparé ensemble la table ronde, vous avez insisté sur ce point-là. Peut-être une première question pour la CAPEB Bretagne. Comment est-ce que vous soutenez les artisans, les petites entreprises dans leurs projets justement de chantier de rénovation énergétique?
Alors, on les accompagne avec notre organisation, justement, pour qu'ils puissent se former et avoir accès au RGE, les facilités sur MaPrimeRénov', qui est tout sauf facile. Donc, c'est pour ça qu'on parle de simplification. On est là aussi pour mener des combats, donc par rapport, comme je le disais, au monogeste, à la mixité des solutions aussi, apporter différentes solutions. Ne pas tout le temps être dans la confrontation des énergies, accepter que des fois, il faut chauffer une maison au gaz ou d'autres avec une pompe à chaleur, mais pas être dans un dogme fermé. Donc voilà, nous, on milite énormément sur le terrain pour que nos artisans se fassent entendre, puisqu'on est en première ligne, donc on peut ramener les informations directement, qui sont, elles, décidées un petit peu plus en haut lieu, mais peut-être pas tout le temps connectées au terrain. Donc, alors, vous défendez justement l'idée que les artisans sont prêts, sont motivés, sont compétents pour répondre tout simplement aux enjeux de la rénovation énergétique. Pour autant, les chiffres, ils sont pas encore là. C'est quoi les principaux freins que vous identifiez ? Les principaux freins, ça va être notamment sur cette fameuse simplification qui est tout sauf là. Si vous voulez, le PTZ qui est principalement valorisé sur le neuf, on aimerait qu'il s'étende un petit peu plus sur la rénovation globale, puisqu'on a quand même un parc immobilier de maisons qui sont des années 70, donc à peu près 60%, c'est quand même énorme. Donc il y a un gros potentiel. On a une tension sur le logement qui urge. On a tous ici des exemples proches d'enfants qui cherchent des appartements désespérément sur Rennes. Bon voilà, enfin je veux dire, le potentiel est là. Et puis les freins, c'est la dissolution, hein, il n'y a pas longtemps, puisque sous le gouvernement Attal, on arrivait quand même à avancer un petit peu sur certains projets. Et puis il y a eu cette grenade lancée dans les pieds, comme on a pu l'entendre, qui du coup a mis un peu tout à l'arrêt. Donc nous, on se remobilise pour retaper un peu sur la table et puis faire passer certains messages. Donc 2050, je l'ai dit, c'est demain. On a un peu du mal des fois à comprendre les discours qu'on pouvait entendre sur on va tous mourir, réchauffement climatique, et nous on était prêts. Enfin, je veux dire, on a tout mis en place pour rénover les logements, et puis finalement on voit que ça se tasse. Donc voilà, l'idée c'est vraiment de faire porter notre voix. Chez nous, notre ADN, c'est plus fort ensemble, donc on milite sur le terrain pour faire avancer les choses. Donc voilà. En préparant aussi cette table ronde, vous avez évoqué la défense du monogeste, notamment face à la rénovation globale. Pourquoi est-ce que c'est important pour les artisans, et comment est-ce qu'on peut faire coexister finalement aussi les deux approches de manière que ce soit complémentaire? C'est ce que je disais tout à l'heure, il faut arrêter de confronter en fait, et il faut accepter, et comme ça a été dit tout à l'heure, la réalité du terrain. Et donc c'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont entreprendre une rénovation complète de leur habitat, certes, ok, donc là ils vont vraiment partir sur un ensemble, et puis il y a aussi des gens qui rénovent petit à petit, donc ils vont commencer par les fenêtres, ils vont ensuite isoler des pignons, refaire leur toiture, etc. Et l'idée c'est d'intégrer cette réalité, et de pourquoi pas faire une sorte de parcours avec un objectif final, de se dire voilà, notre maison on veut l'amener jusqu'au B, mais pour cela il faut faire ça. Alors que là on a plus souvent tendance à affronter un scénario qu'on nous a écrit et qui sur la réalité économique n'est pas tout le temps faisable ou entendable par le client. Résultat, on n'isole pas, ou on le fait faire par quelqu'un de la famille. Je dis pas que la famille bosse mal, mais bon. Du coup, on va dire, on fait du surplace. Donc c'est pour ça que le monogeste, ça peut paraître très simple comme concept, mais en fait c'est vital. Et c'est pour ça qu'on milite aussi, notamment sur cette pratique. Jean-Michel Gall, à la FFB, on n'oppose pas non plus le monogeste face à la rénovation globale? Absolument pas. Le but, c'est d'atteindre un objectif. Donc, à un moment, du moment que l'objectif est atteint, s'il est fractionné ou s'il est en une seule fois, on se rend bien compte que les rénovations d'ampleur, malgré tout, ça concerne quand même des projets souvent dans le cadre d'un changement d'habitation. Vous arrivez dans un nouveau logement, vous n'y êtes pas encore, donc vous pouvez vous permettre donc de réaliser des travaux importants d'isolation, de fenêtres, de toitures, de moyens de production de chauffage et d'eau chaude, tout ça en même temps sans y être, parce que dès que vous êtes en site occupé, et on se rend bien compte dans les rénovations, notamment des copropriétés, que tout de suite ça complique les choses, parce qu'effectivement, faire ces travaux avec des gens dans la maison, c'est pas si simple que ça quand on a vraiment une grosse masse de travaux à faire. Ça, c'est la première chose. Et puis également, je pense qu'il faut donner la confiance aux clients. On dit à un moment, le nerf de la guerre, c'est quand même d'avoir de la demande.
Il ne faut pas l'oublier, c'est qu'à un moment, faire des rénovations, il faut quand même qu'en face de vous, vous avez un client qui vous dise, qui vienne vous voir pour dire j'ai envie d'avoir un projet de rénovation. Et pour ça, il faut lui en donner les moyens. Alors c'est vrai que les aides aujourd'hui sont extrêmement orientées du fait de la précarité énergétique dont on entend beaucoup parler, vers les modestes et les très modestes. Et là, ces gens-là, c'est souvent des gens qui ont du mal aussi à payer le reste à charge après toutes les aides qui tombent. Et ça, c'est compliqué. Donc vous dites quoi? Qu'il faut mieux cibler, il faut élargir? Il faut élargir. Je pense qu'il ne faut pas réduire les aides aux modestes et aux très modestes qui en ont besoin, effectivement, pour être capable de se chauffer à un coût malgré tout raisonnable. Mais il faut aussi dire, notamment, je pense que la tranche des intermédiaires, vous savez, qui est quand même... Aujourd'hui, c'est les fameuses classes moyennes, vous savez, dont on entend parler souvent aux informations. Mais il faut donner aussi les moyens à ces gens-là de pouvoir rénover, eux également, avec un certain nombre d'aides, moi je pense, plus importantes, parce que ces personnes-là sont peut-être plus facilement capables aussi de payer ce fameux reste à charge. Autre chose, je pense qu'aujourd'hui, il faut leur redonner confiance aussi dans les artisans de la rénovation énergétique. Hélas, à la télévision... Notre amie Élise Lucet, notamment, nous fait une publicité monstrueuse en nous montrant qu'en fait, tous les artisans de la rénovation énergétique, entreprises et artisans, sont des voleurs de première catégorie, surfacturent ou font mal les travaux, etc. Donc je pense qu'il faut effectivement élargir l'accès, et je suis bien d'accord avec la CAPEB là-dessus, sur le fait qu'il faut faciliter l'accès à nos entreprises et artisans à la qualification. Il faut aussi faciliter le maintien de cette qualification en changeant un peu la donne en termes de données, notamment sur le nombre de chantiers qu'on est obligé de réaliser pour pouvoir maintenir cette qualification, et également imposer des qualifications et des contrôles à ces entreprises-là. C'est-à-dire qu'il faut certainement intensifier ces contrôles et faire en sorte que nos chantiers validés, comme bien réalisés, comptent énormément dans ce maintien de la qualification, et arrêter de nous demander de faire des dossiers comme dans toutes nos qualifications des métiers qu'on a à faire, qui sont de plus en plus lourds, qui sont du coup traités par de moins en moins de gens parce qu'il y a de moins en moins de moyens pour traiter ces dossiers, et qui font qu'on n'arrête pas à le retarder. Moi-même, personnellement, j'ai attendu presque 9 mois pour qu'un dossier sur l'isolation, pour être clair, par l'extérieur, pour que mon dossier finisse par être traité par Calibat. C'est pas normal. Il faut qu'on simplifie ça, qu'on standardise les choses, et qu'à partir de là, on mette pas des bateaux dans les roues aux gens qui sont, malgré tout, à 95% quand même des gens en qui on peut faire confiance. Andreas Millet parlait de simplification, notamment autour du RGE. Du côté de la FFB, là aussi, vous avez des priorités en termes de demande au niveau des simplifications qui pourraient être mises en place? Très clairement déjà, moi je pense que j'en reviens toujours à ce fameux reste à charge, mais je comprends d'ailleurs pas qu'aujourd'hui il n'y ait pas une offre qui rentre dans le cadre des aides pour financer ce fameux reste à charge avec un prêt à taux zéro, directement orienté vers le client. Parce que tous ces problèmes aujourd'hui, on est tous capables de fournir des moyens de financement aux clients pour pouvoir combler l'attente, entre guillemets, et payer nos artisans en temps et en heure, parce que ça c'est un peu la difficulté, je vais revenir après. Mais globalement, qu'on n'alourdisse pas encore le coût de cette rénovation avec des coûts d'emprunt qui vont venir, de toute façon, avec les intérêts, gréver encore un peu plus ce chantier-là. Donc ça, je pense que ça, c'est très important. Et effectivement, accélérer les dossiers, simplifier, faire en sorte qu'un dossier qui a été accepté, à partir de là, il y a certains éléments qu'il faut valider en période intermédiaire, mais de façon à ce que les fonds soient libérés le plus vite possible. Aujourd'hui, l'ANA est à la ramasse complète sur le traitement de nos dossiers. Il faut qu'on accélère ça, parce qu'il ne faut pas que nos artisans se retrouvent à être les banquiers de l'affaire et à avancer l'argent et attendre pendant des mois, des trimestres, de recevoir la fin de leur règlement de travaux. C'est pas possible. Juste une petite question sur un chiffre. On dit que la région Bretagne est en avance sur le reste du pays en termes de chantiers de rénovation énergétique. Vous avez quelques chiffres à nous confirmer? J'avais deux, trois chiffres, effectivement. Déjà, bon, au niveau national, mais à la limite, la CAPEB aussi a des infos. Je veux pas monopoliser la parole. Non, mais de toute façon, on va continuer le tour de table, mais c'était juste pour avoir une idée comme ça. On a la chance, je pense que vous partagerez l'idée, c'est que même si aujourd'hui tout est compliqué en France, la Bretagne est quand même dans les 3 premières régions en termes de progression encore de rénovation énergétique, avec un plus 0,7% donc à la fin 2024 sur les 12 mois glissants. Donc on ne va pas se plaindre. Il y a des régions qui sont aujourd'hui en négatif. Et je vais laisser mon collègue de la CAPEB enchaîner parce que j'ai pas envie de parler tout le temps. Mais non, mais vous inquiétez pas, je veux pas vous laisser la parole tout le temps. Sympa. Heureusement que mon super secrétaire général m'a préparé les chiffres. Alors juste comme ça, des chiffres qui soient un peu parlants. Oui. Bon, on est quand même sur 8 milliards d'euros sur la Bretagne au niveau de l'activité et le secteur bâtiment, donc c'est quand même un facteur économique important. On subit quand même moins la baisse puisqu'on est à 5,5% de moins par rapport à 6 ou 7% sur le territoire national. Donc
donc on va dire qu'il y a quand même un bassin économique qui tient un peu mieux. Par contre, comme je disais tout à l'heure, on a quand même un gros potentiel puisqu'on a 60% des logements qui sont des années 75 et beaucoup qui sont étiquetés quand même E ou F avec des propriétaires qui ont des difficultés de les loger, enfin de relouer leur logement. Bah oui, donc là, du coup, on se retrouve, comme le disait tout à l'heure mon collègue de la FFB, on se retrouve avec des difficultés économiques pour les projets, puisque si ça se loue pas, il n'y a pas d'argent qui rentre. Donc voilà. Ensuite, bon, au niveau du chiffre d'affaires bâtiment, comme je disais, ça tourne plutôt bien. On a presque de 2 millions de logements potentiellement à travailler. Donc, enfin, je veux dire, tout est là. Hein. Enfin, comme j'ai dit tout à l'heure, mais ça sera le sujet de la table 3, donc je ne vais pas trop m'étendre là-dessus, mais au niveau de la formation et de l'apprentissage, il y a un réel travail en amont à anticiper, puisque pour donner une petite anecdote rapide, il y a 4-5 ans de ça, on nous proposait des marchés sur Rennes pour rénover des bâtiments type piscine, gymnase, etc. Il y avait des millions sur la table, sauf que on est débordé de boulot, on n'a pas la main-d'œuvre pour le faire, donc enfin voilà. J'étais surpris en fait de me dire que on n'anticipe pas en fait ce marché-là. Donc 2050. Ça approche, c'est maintenant qu'il faut commencer à former. Je veux dire, là, on a beaucoup de va-t-en-guerre. La réelle guerre, elle est sur la construction et le bâtir, pas détruire. Et voilà. Nous, on est créateurs de bien-être. Voilà, moi, je rêverais de voir une mobilisation complète sur une armée de bâtisseurs pour rénover notre beau pays qu'est la Bretagne. Je retiens le terme créateur de bien-être. Effectivement, et oui, vous avez le droit d'applaudir, il n'y a pas de souci là-dessus. Et effectivement, la formation, c'est un véritable enjeu, et d'où effectivement l'utilité d'organiser à chaque fois sur ce Rénotour une table ronde spécifique sur ce sujet-là. Laurent Nataf, je le disais tout à l'heure, cofondateur et président d'Omelior. Pour commencer, est-ce que vous pouvez nous expliquer concrètement quel est le rôle d'Omelior ? Bien sûr, le rôle d'Omelior est d'accompagner donc les particuliers, mais également les professionnels, dans toute cette complexité des différents dispositifs d'aide. On a un modèle, en fait, le but, c'est un peu ce que vous venez de dire, c'est d'aider les pros, d'aider les particuliers à simplifier leur parcours. Donc ça passe par un accompagnement réglementaire et administratif. On va gérer, en temps notamment, alors si on parle de l'ANA, de mandataire administratif et financier de l'ANA, gérer l'ensemble des dossiers de demande en relation avec un réseau d'accompagnateurs Rénov Omelior, mais également de pouvoir financer ces aides. C'est-à-dire pouvoir permettre aux particuliers, in fine, de déduire directement le montant des aides de sa facture, qu'il n'ait pas à attendre les aides pour pouvoir payer son chantier ou alors avancer l'argent pour pouvoir payer son entrepreneur. Et on arrive également au niveau des professionnels à pouvoir avancer cette prime directement aux professionnels pour lui financer directement le chantier. Vous vous adressez aux deux, c'est-à-dire aux particuliers comme aux entreprises, en fait. On part d'un principe que l'entreprise, en fait, son rôle, c'est de réaliser son chantier, de le réaliser dans les règles de l'art, voilà, de respecter l'ensemble des cahiers des charges qui sont déjà assez complexes. Si on lui demande en plus de devoir lui-même faire les différentes demandes, de gérer les dossiers pour ses clients, de financer, d'avancer l'argent, etc., il pourra pas s'en sortir, il pourra pas faire son travail. Et en particulier, je pense qu'on l'a tous vécu, si on a un projet à faire aujourd'hui, savoir par où commencer, qu'est-ce que je dois faire, comment je le finance, c'est quasiment impossible. Et c'est là où on se place, en fait, pour justement accompagner les acteurs du marché. C'est un peu le parcours du combattant, comme dirait l'autre. D'ailleurs, quand on a préparé cette table ronde ensemble, Laurent, vous avez évoqué un bazar administratif autour des aides. Pourquoi est-ce que c'est si compliqué aujourd'hui pour les pros de s'y retrouver et comment, finalement, vous rendez leur vie plus simple, plus facile ? C'est compliqué puisque aujourd'hui, on va parler de rénovation d'ampleur. Alors c'est à la mode. Alors moi, je milite aussi pour le monogeste qui fonctionne maintenant depuis 2021. Mais sur la rénovation d'ampleur, il faut faire appel à un accompagnateur rénov. Donc est-ce que c'est le client qui fait appel, mais le client souvent il va appeler son entrepreneur. Donc quel est le lien entre chacun ? Clairement, le pro pour lui, il le sait pas. C'est tout ce qui est montage du dossier. Et après, ça va être les allers-retours avec l'ANA pour faire valider le dossier et obtenir ce qu'on appelle la lettre d'octroi, qui octroie la prime finale aux bénéficiaires, aux clients. Et en fait, c'est un bazar puisque c'est long, très long. En ce moment, nous recevons des lettres d'octroi sur des dossiers déposés l'été dernier. Je ne sais pas si vous imaginez. Donc, nous avons des clients particuliers qui ont fait cette demande avant l'été, puisque avant de faire la demande, il y a tout un tas, il y a un audit énergétique à faire, il y a quand même un travail à faire, qui se sont dit, moi, je fais ma demande pendant l'été pour ne pas
par exemple, à avoir remplir ma cuve à fuel pour cet hiver. Et puis, on est en avril et ils n'ont pas eu encore leur lettre d'octroi. Donc, on est sur un projet qui va durer plus d'1 an. Alors pour une copro, je peux le comprendre. Pour un particulier, ça n'a pas de sens. Donc voilà, le but, c'est de donner du rythme. Le but, c'est de devenir, en tout cas pour nous, un acteur important pour avoir aussi du poids auprès de l'ANA, pour pouvoir communiquer, échanger avec eux, pour faire accélérer les choses. Voilà. Mais en tous les cas, on essaye de faire accélérer tout ça. Mais pour un artisan lambda, pour un particulier, c'est quasi mission impossible. Vous jouez aussi le rôle d'un tiers de confiance quelque part. Vous vérifiez aussi les chantiers ? Tout à fait. On part du principe qu'à partir du moment où il y a une aide publique, que de l'argent public est débloqué pour un chantier, le chantier doit être réalisé d'une façon plus que parfaite. Donc on se doit, nous, de contrôler notre réseau d'artisans. Donc on fait appel à des bureaux de contrôle COFRAC qui vont se déplacer sur 100% des rénovations d'ampleur que nous réalisons, afin de s'assurer que l'ensemble des travaux ont été faits dans les règles de l'art, que les mètres faits pour une isolation sont respectés, puisque pas qu'il y ait une surfacturation de la part des artisans là-dessus, pour assurer en fait à l'ANA derrière que le chantier qu'ils vont financer va être un chantier qui a été réalisé de façon presque parfaite. On pourrait considérer ça comme étant une contrainte, mais finalement ça répond aussi à vos demandes, ces vérifications. Je répète, 95% au moins des artisans et entreprises du bâtiment sont vertueuses. Donc à un moment, je dis, nous, c'est comme de vous demander de souffler dans le ballon quand vous savez pertinemment que vous n'avez pas bu un verre. Moi, ça me dérange pas de souffler dans le ballon quand j'ai pas bu un verre. C'est aussi bête que ça. Bien dit. Non, mais ne prenez pas cet exemple. Non, mais globalement, c'est ça, c'est qu'on refuse absolument pas le contrôle. Et je pense qu'au contraire, c'est une façon dissuasive aussi d'aller contre les gens qui sont des éco-délinquants et qui vont très très loin dans le vol du client, tout simplement, parce qu'ils font ni bien et ils facturent trop cher. Laurent, est-ce qu'on peut parler du dispositif d'avance de prime avec l'ANA ou Oui, on peut commencer à en parler. Il y a deux types d'avances de prime. Ouais. Chez Homelior, nous avons des clients particuliers et ça depuis de nombreuses années. On a toujours fait en fait une déduction des primes sur facture. Depuis la création des dispositifs rénovation énergétique chez Homelior en 2017, ça a été pour nous très important de se dire que le client, il y a des aides, c'est notre rôle en fait d'aller les chercher. Et dans le cadre de ces développements, Homelior annoncera très bientôt un très grand partenariat avec un grand acteur financier français pour justement accompagner donc les pros également dans la récupération de ces aides. L'idée, c'est que un pro va pouvoir faire un devis de monogeste, de rénovation d'ampleur, et il pourra, au moment où il aura fini son chantier, au moment où Homelior aura vérifié la qualité du chantier, toucher immédiatement, sous 24 heures, sa prime. Et ça, pour nous, c'est très important qu'il puisse en tout cas avancer sur son chantier sans se poser de questions de savoir si oui ou non il va être payé, puisque ça a été le cas pour de nombreux acteurs pendant très longtemps. Et pour le particulier, il reste ce fameux reste à charge dont vous parliez. Ce reste à charge, il y a plein de solutions. Alors, il y a des prêts à taux zéro au sein des agences bancaires, mais on sait qu'elles sont toujours un petit peu frileuses, que c'est beaucoup de travail pour pas grand-chose pour eux. Et Homelior annoncera également, alors pour les clients grands précaires, les bleus à l'ANA, une prise en charge totale des taux d'intérêt pour que ce reste à charge, en tout cas pour les gens qui ont les moyens les plus faibles, puisse être pris en charge à 100% par Homelior et qu'il ait un prêt à taux zéro financé par Homelior pour justement, il y a des toutes petites mensualités qui seront, alors pour un bleu qui a une prise en charge de 90%, qui seront couvertes dans l'immense majeure partie des cas par les économies d'énergie réalisées, notamment dans le cadre d'une rénovation d'ampleur, pour que ça soit totalement $1 pour lui et qu'il soit accompagné parfaitement avec un chantier à la fin qui sera vérifié. Hugo Zamboran, responsable du développement commercial prestataire. Oui. Est-ce qu'on peut rappeler là aussi en quoi consiste exactement le rôle de prestataire dans un projet de rénovation énergétique? Oui. Prestataire, aujourd'hui, on fait partie des 4 organismes certificateurs accrédités par le COFRAC, vous en parlez tout à l'heure, pour justement valoriser et attester la performance énergétique, environnementale et sociétale des bâtiments, très souvent au-delà de la réglementation. Vous l'avez dit, aujourd'hui, vous avez tous une démarche vertueuse dans le bâtiment. Donc, nous, notre rôle, c'est de la valoriser, justement, de la mettre en avant, que ça soit en rénovation globale ou en rénovation par étape. On pourra en parler après. D'accord. Les artisans ou maîtres d'ouvrage perçoivent parfois aussi la certification comme pouvant être une contrainte supplémentaire, on ne va pas se cacher. Comment est-ce que vous leur montrez justement qu'en réalité ça peut être un vrai levier derrière, et à la fois de financement et aussi de valorisation ?
C'est le bon mot, justement la contrainte. Aujourd'hui, on a très peur de la certification, mais aujourd'hui, si on la rend pragmatique, si on certifie un projet au-delà de la réglementation, c'est en allant chercher justement ces éléments, que ce soit du biosourcé, que ce soit de l'économie d'eau, que ce soit une isolation par l'extérieur ou autre, c'est ce qu'on va aller mettre en avant là-dessus avec la certification. Après, derrière, j'ai quelques chiffres rapidement sur une opération de 100 logements. L'opération a coûté 7 millions d'euros, 8 000 euros de certification. L'autre coût derrière, à cause de la certification, je vais le dire comme ça, c'est une 30 000 euros à peu près. Mais derrière, ce qu'il faut retenir, c'est que le FEDER a participé à hauteur de 400 000 euros. Les C2E, 60 000 euros. Donc derrière, la certification permet d'aller chercher des aides sur ces niveaux-là, que ça soit au national ou sur les régions en fonction de la certification et de la rénovation qu'on va mettre en place. Andreas, tout à l'heure avec la CAPEB, insistait sur le mot simplification des démarches, même chose du côté de la FFB, pour les petites structures notamment. Vos certifications, elles sont accessibles et adaptées à tout type d'opération ? Oui, aujourd'hui justement, chez Prestataire, ce qu'on veut, c'est, je reprends le mot pragmatique, mais c'est que ça soit une petite opération comme une très grosse opération. Le but, c'est d'aller valider la performance du bâtiment. Aujourd'hui, on a besoin de montrer qu'on va aller chercher justement une rénovation qui est réelle, qui n'est pas... Tout à l'heure, vous avez utilisé des mots comme quoi, est-ce qu'ils faisaient réellement bien le travail, les personnes sur le site. Justement, le processus du COFRAC qu'on a aujourd'hui, c'est d'évaluer en phase conception l'opération et d'évaluer en phase exécution l'opération pour délivrer une certification par rapport à un cahier des charges bien défini. Et comment vous garantissez quelque part à la fois la rigueur, l'impartialité, la fluidité aussi du processus de certification ? Alors aujourd'hui, on est sous la norme ISO 17065, on se doit d'être neutre et impartiaux. Donc on va récupérer aujourd'hui des pièces écrites que nous fournit le maître d'ouvrage pour pouvoir l'analyser, le confronter. Est-ce que c'est bon ? Est-ce que ce n'est pas bon? Est-ce que les valeurs que vous avez annoncées en phase conception sont bien réalisées en phase exécution? Donc c'est toute cette ligne qu'on va suivre du début à la fin pour justement accompagner le maître d'ouvrage dans la certification. Messieurs, peut-être que cette question aussi, elle s'adresse à tous les quatre, mais comment est-ce qu'on peut allier à la fois d'un côté la qualité des travaux et de l'autre une simplification des démarches? Est-ce que l'un peut aller avec l'autre? Il faut l'espérer. Évidemment. Il n'y a aucune raison qu'on ne puisse pas y arriver. On débute une rénovation par un audit énergétique qui nous permettra en fait d'avoir l'état initial de la maison. À partir de là, en fait, on pourrait simplifier toutes les démarches. Il y a des scénarios de travaux. C'est censé en fait être extrêmement simple. Si l'audit énergétique a été réalisé dans les règles de l'art, on a un moyen de commencer en fait une rénovation. À partir de là, à partir du moment où on fait une demande, si l'ANA est prête à accélérer en tous les cas ses contrôles, à accélérer en fait ses instructions, tout ira bien, puisque aujourd'hui, il ne faut pas l'oublier, malgré tout cela, on a des niveaux d'aide qui sont énormes. On peut financer jusqu'à 90% une rénovation d'ampleur à hauteur de chantier, jusqu'à 70 000 euros hors taxe pour une maison individuelle. Réellement, ce qui est énorme, ce qui n'a jamais été connu. Donc, si on part de cet audit et qu'on fait confiance en cet audit énergétique, c'est-à-dire que les auditeurs sont en amont bien formés et bien contrôlés, à partir de là, on devra pouvoir simplifier en fait toutes les démarches. Jean-Michel? J'ajouterais qu'aujourd'hui, à l'ère de l'informatique, il y a des choses qui me font toujours halluciner. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on fournit 25 fois les mêmes papiers, que ce soit pour le dossier de MaPrimeRénov', le dossier de qualification, et j'en passe, et les meilleurs. Aujourd'hui, je pense que, effectivement, quand on devrait fournir ce dont on a besoin pour un dossier MaPrimeRénov', ça devrait rentrer dans effectivement aussi des fameux chantiers et références qui nous permettraient justement de simplifier nos fameux dossiers de renouvellement de nos qualifications et obtenir comme ça automatiquement le renouvellement d'une façon complètement vertueuse. Voilà. Aujourd'hui, je suis très surpris qu'il y a plein de sujets comme ça dans le bâtiment, pas que dans la rénovation. Aujourd'hui, on fournit 25 fois les mêmes papiers à 25 organismes différents, alors qu'on pourrait tout simplifier. Et moins on passe de temps dans nos bureaux, parce qu'aujourd'hui on passe plus clair de notre temps à faire de l'administratif, faut être très clair, plus on aurait de temps pour aller sur nos chantiers, suivre nos compagnons,
continuer à les former sur place, vérifier aussi, nous, dans un premier temps, que le travail est bien réalisé, avant même que d'autres organismes passent pour vérifier que c'est également bien fait. Andreas ? Alors nous, ce qu'on souhaiterait, c'est déjà au niveau de la sous-traitance qu'il y ait au moins en cascade que 2 rangs. C'est-à-dire que déjà, que les entreprises qui sont RGE le soient réellement. Ensuite, notez quand même que Qualibat a beaucoup numérisé ses dossiers, donc ça facilite. Alors même si 9 mois, c'est le temps de faire venir un beau bébé, c'est vrai que c'est long. Surtout dans... C'est pas le dossier qui est long. Ouais, c'est l'étude. C'est le traitement. Ouais, le traitement. Donc là, c'est vrai qu'il faut aussi savoir que c'est des collègues à nous qui étudient les dossiers, donc bénévolement. Donc voilà, c'est on va dire... Ça prend du temps. Ça prend du temps. C'est pour ça qu'en automatisant, je pense qu'avec le fait d'avoir déjà un avis d'un organisme tiers qui valide que le dossier il est bon, ça devrait être automatisé. C'est-à-dire qu'à un moment, il n'y a pas de question. Ça a déjà été validé par quelqu'un d'autre. Autant garder justement les fameuses réunions de qualification pour des nouvelles qualifications, pour des gens qui veulent monter en gamme, et là, donc, qui nécessitent effectivement l'examen par des professionnels, mais par ses pairs. Mais pour tout ce qui est automatique, je répète, et normalement, on devrait fluidifier ça beaucoup plus. Il y a des aides aujourd'hui qui ils flèchent juste, ils vont dire, mais nous, on veut un label BBC. Ok, nous, organisme certificateur, on va transmettre le label après avoir réalisé le processus. Ils ont le label délivré par un organisme certificateur. Ils fournissent les subventions ou les aides. C'est comme ça que ça se passe aujourd'hui. Mais après, j'entends, il y en a un peu partout. Et j'ajouterais juste sur ce qu'a dit mon collègue de la CAPEB, qu'effectivement, non seulement, nous aussi, on est d'accord pour effectivement limiter au niveau 2 la sous-traitance, mais il faut quand même que le niveau 0 de l'entreprise qui contracte avec le client, elle aussi soit certifiée. Ça, c'est extrêmement important. Messieurs, un grand merci. Moi, j'en ai terminé avec mes questions. Et maintenant, je vais me tourner vers le public, justement, pour savoir si vous avez des questions à poser à nos intervenants aujourd'hui présents sur cette table ronde. Allez-y, ne soyez pas timides. On attend que vous leviez la main. Bonjour, monsieur. Bonjour, Eric Gacogne, délégué régional Qualibat. Je me permets de prendre un petit peu la parole pour des compléments d'information. C'est vrai que Qualibat, nous avons été créés en 1949 pour délivrer à ce jour notre nomenclature 300 qualifications qui couvrent l'ensemble des métiers du bâtiment. Bien évidemment, le RGE est apparu en 2011 et nous avons la convention pour porter le label RGE sur notre logo avec toutes ses contraintes. Les contraintes RGE, effectivement, je rebondis sur ce que vous avez dit, imposent des contrôles sur le terrain. Nous faisons partie des acteurs qui demandent effectivement à l'ANA, qui demandent au PNC2E d'ouvrir leur base afin que nous puissions présenter un SIRET et tout simplement rechercher des chantiers et améliorer la phase de contrôle aléatoire. Donc, merci de l'avoir souligné parce que c'est vraiment une importance pour nous. Nous avons effectivement dématérialisé tous nos dossiers afin de réduire au maximum notre temps d'instruction et de passage en commission qui aujourd'hui à 42 jours. Après, on peut encore faire mieux, nous en avons conscience. On va encore continuer à travailler avec la filière pour la mise en place d'applications. D'ailleurs, je profite également d'événements pour dire qu'aujourd'hui, Qualibat a une application sur l'Apple Store et sur Android pour valoriser les entreprises du bâtiment. Parce que 83% des audits que nous réalisons présentent aucun écart. Donc faites confiance aux entreprises de bâtiment et aux artisans. Certes, les filtres sont relativement importants lors de la phase d'attribution de qualification. Grosso modo, 30% des candidats n'arrivent pas à obtenir les qualifications parce que les référentiels font que nous avons des exigences. Mais une fois que nous sommes qualifiés, 7% d'entre elles sont seulement sortent du système parce qu'elles n'ont pas respecté les référentiels. Ou alors, dans le cas des investigations, on n'a pas répondu aux attentes et ce qui permet effectivement de ressortir un petit peu les entreprises malveillantes. C'est ce qu'on appelle également les éco-délinquants. Donc, c'était juste pour réagir un petit peu à tout cela. Mais merci pour puis, cette réaction. Je laisse un passage. Est-ce qu'il y a une question? Oui, il y a un doigt qui se lève là-bas. Allez-y. Oui, bonjour. Julian Zapata, je suis le secrétaire général de la CAPEB Bretagne. On n'a pas parlé de groupement d'entreprises, en fait. Et c'est un des freins à la rénovation aujourd'hui, c'est l'accès des artisans à des plus gros marchés. Je pense notamment à la rénovation des copropriétés, je pense notamment à la rénovation du parc de logements sociaux. Et là aussi, il y a des choses à faire par rapport à la simplification. Donc, comment on peut favoriser ce groupement de petites entreprises qui pourraient répondre à des marchés plus importants. Et tout ce qui est aussi commande publique.
on est sollicité pour des marchés, mais souvent cette partie administrative pèse lourdement, comme tout le monde l'a signalé, et il faudrait simplifier ça aussi. C'est une des demandes de la CAPEB notamment. J'ai pas eu le temps d'en parler, Rouliane, désolé. Mais oui, on pourrait changer le plus fort ensemble par bâtir ensemble, effectivement. le temps passe vite, mais en même temps, voilà, les échanges sont vraiment sympathiques. Merci à tous les quatre d'avoir gentiment répondu à notre invitation. Merci également de nous avoir suivis. C'est à retrouver un peu plus tard, dans les jours qui viennent, en replay sur les antennes de Bâti Radio et Reno Days. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour une deuxième table ronde. Ciao, salut.